Alors, on va commencer. Alors, bonjour à tous et à tous, et puis bienvenue du coup à ce nouveau webinaire qui est consacré aujourd'hui donc aux installations de traitement de déchets en Normandie, donc que l'on a pu observer et suivre donc du coup sur l'année 2020. Euh, Juste pour commencer, un petit rappel sur les modalités en fait de suivi de ce webinaire, hein, de façon à ce que ce soit le plus fluide possible. Donc, l'idée, en fait, pour rappel, c'est en cas de problème, de nous envoyer un petit mail sur l'adresse de Yves ou de nous appeler au numéro de téléphone là, pour qu'on essaie de le régler en direct. Surtout, hein, n'hésitez pas à couper vos micros pour éviter de couper le discours. Coupez vos caméras également pour avoir un bon débit. C'est ce qui est conseillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre à chaque fin de partie. Et pour ça, posez-les dans le chat. En fait, il y a un chat sur Teams, donc je pense que vous connaissez tous. Mais n'hésitez pas à les poser, comme ça on les reprendra au fur et à mesure et on pourra y répondre. Et donc, du coup, on a lancé un enregistrement de façon à ce qu'on puisse du coup diffuser un replay aux collectivités et acteurs donc, locaux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et sachez qu'on vous transmettra également le support plantation du coup qu'on va vous projeter aujourd'hui. Voilà, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, donc du coup, l'idée, c'était de vous présenter les résultats de l'enquête ITOM que l'on a lancée donc l'année dernière, donc en 2021, qui portait sur les données de l'année 2020. Enquête donc, lancée auprès des centres de tri, collecte sélective et centres de tri déchets d'activité économique que nous avons en Normandie. Enquête lancée aussi également auprès des installations donc, équipées d'un tri mécanique et biologique, les plateformes de compostage. On a aussi cette année du coup fait un zoom sur les plateformes de broyage de déchets de bois. Et c'est en lien avec l'AMI Impact que l'on a conduit donc sur la Normandie et sur l'Île-de-France, en partenariat notamment avec l'ORDIF, donc l'Observatoire d'Île-de-France, et puis d'autres acteurs hein, qu'on vous présenterait tout à l'heure. On vous présentera également des résultats donc, sur les unités de valorisation énergétique, donc les incinérateurs que l'on a en Normandie, donc les 4 unités. On fera un zoom sur les installations de stockage des déchets non dangereux. Ça permettra de vous présenter aussi l'étude traitement que l'on conduit actuellement sur la région, étude traitement donc, déchets résiduels qui nous a été confiée par la région Normandie. euh, alors, on ne vous présentera pas tous les détails de cette étude nécessairement parce qu'elle n'est pas finie. Elle est encore en cours et parce qu'on aura l'occasion de vous la présenter plus en détail à la fois au travers de la réunion qui est prévue le 14 décembre, donc la CCESP, donc la réunion organisée par la région dans le cadre du suivi du plan régional. Mais on aura aussi l'occasion de vous présenter les résultats définitifs lors d'une restitution spécifique qui sera organisée en début 2021. Là, on va au moins vous présenter la méthodologie qui a été suivie, où est-ce que l'on en est, et quelques conclusions assez fortes. Et on terminera par une petite synthèse sur l'ensemble de ces données. Donc là, je vais laisser la parole à Yves qui vous présentera donc le volet centre de tri, TMB et plateforme de compostage. Ensuite, Benjamin, qui est coordonné l'AMI Impact, vous présentera donc les résultats sur les plateformes bois. Firmin vous présentera le volet UVE et installation de stockage. Et moi, je terminerai sur l'étude de traitement et la synthèse. Voilà en quelques mots le programme de la matinée. Du coup, Yves, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Comme l'a évoqué Alexandre, on commence par les centres de tri, et plus particulièrement par les centres de tri DMA. Donc en 2020, on comptait 9 centres de tri DMA, totalisant une capacité totale de 163 000 tonnes par an. Et à la suite des retours d'enquête, on a pu déterminer le tonnage total global entrant sur ces installations, qui s'établit à 115 700 tonnes. Ce qui représente une capacité globale utilisée de ces installations de 71%. Alors, on est concrètement sur des flux entrant sur ces installations qui sont très majoritairement normands, en provenance de collectivités normandes.
92% des déchets qui arrivent sur ces installations proviennent de collectivités normandes. L'effet notable sur ces dernières années, je vais commencer tout d'abord en fait par le manque d'installation sur l'ex-Basse Normandie. En fait, ce manque d'installation, c'est la conséquence directe d'une fermeture de site, notamment Maison Selpe-Pelvé dans le Calvados, qui a fermé fin 2019. Mais surtout, les deux incendies qu'ont connus les sites de Rocancourt fin 2018 et Donville-les-Bains mi-2020. Ces incendies, concrètement, ça fait perdre une capacité de 56 000 tonnes par an. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2020, on a un déficit sur cette capacité locale des centres de tri. Et on a à peu près près de 43 000 tonnes qui sont exportées vers les régions voisines, notamment vers le centre de tri du Reux, un peu en Bretagne vers Ploufragan. On a commencé à solliciter des centres de tri hors Normandie, ce qui était un peu moins le cas les années précédentes. Alors, ce dont on peut un peu se réjouir, c'est l'ouverture du centre de tri de Villedieu-les-Poêles en 2021, qui est aujourd'hui en fonctionnement. L'autre chose qu'on souhaitait signaler, c'était alors le taux de refus qui augmente notablement, de manière notable sur ces installations. On pense que ça peut être dû en partie au fait que certaines installations qui étaient déjà existantes ont dû s'adapter à ces extensions de consignes de tri et parfois ça a un peu moins marché que sur de nouvelles installations qui sont pensées pour accueillir ces nouveaux flux de plastique. Donc on a des taux de refus sur certains centres de tri qui ont explosé ces dernières années avec le déploiement des extensions de consignes de tri sur une majorité de collectivités normandes. Autre chose à signaler, le projet de la SPL Normandie à Colombelles, projet qui fait collaborer 13 collectivités bas normandes et une ouverture qui était potentiellement, qui devait être effective dans peu de temps concrètement, a été repoussée et plutôt décalée à l'horizon 2025 suite à un recours qu'il y a eu sur le marché. Un autre appel, concrètement, les centres de tri dédiés à la collecte sélective ont une obligation de déclaration annuelle dans SIDEREP. C'est une obligation depuis 2018. Et malheureusement, on s'aperçoit que malgré cette obligation, on a notamment un centre de tri pour lequel il n'y a pas eu de déclaration sur l'année 2020. On a aussi des données renseignées qui sont parfois incomplètes, inexactes. Donc, on a pas mal de redressements à faire, des corrections à faire sur ces données. Donc, on est en train de penser et de réfléchir un peu avec l'ADEME au niveau national pour voir comment remédier à cette situation, comment s'assurer que les données qui sont renseignées sont exactes et correspondent à la réalité. Donc, on cherche à avoir la solution la plus efficace pour avoir les données les plus justes et éviter les corrections qui sont un peu chronophages et qui nous concrètement, qui nous demande de retravailler des données qui devraient normalement être justes. Sur la partie DAE, le constat, on l'avait déjà fait la dernière édition, lors du webinaire précédent. On a un taux de réponse qui n'est pas satisfaisant. On estime la capacité totale à un peu plus de 490 000 tonnes par an, les tonnages entrants à 340 000 tonnes, mais on est sur des tonnages renseignés. On sait que on a plein de centres de tri sur lesquels on n'a pas une vision exacte. On a concrètement des sites qui ne nous répondent pas et sur lesquels on a très peu d'informations. Donc on a vraiment une vision incomplète sur l'outil régional, sur l'infrastructure et sur les capacités et les flux gérés par ces installations. Donc on a vraiment une vision incomplète qui ne nous satisfait pas. Et on est en train de voir comment on peut réussir à avoir un peu plus de détails sur ces installations. Donc pour celles qui ont répondu, on sait que les flux viennent majoritairement de Normandie. On accueille un peu de flux des régions voisines, notamment de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, avec un peu ensuite de déchets qui proviennent de Bretagne et Pays de la Loire. Sur les flux qui entrent sur ces installations,
on est sur pas mal de DAE en mélange, de matériaux comme le bois, des matériaux comme ça qui rentrent sur ces installations. Mais encore une fois, on est vraiment sur une vision incomplète sur cet outil industriel, des trous dans la raquette, sur les flux entrants, sortants, sur les destinations des déchets triés. Et donc ça, pour rappel, c'est des informations dont on a vraiment besoin pour suivre la ressource, pour voir un peu les ressources qui sont présentes sur la Normandie, celles qui sont triées, ce qui rentre sur ces centres de tri. On a vraiment besoin de ces données, donc on essaye de réfléchir à voir comment mobiliser ces installations, comment récupérer l'information auprès des contacts qu'on a. Et donc on a lancé il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, un mois et demi plutôt, une nouvelle enquête vraiment ciblée sur ces centres de tri dédiés au tri des déchets d'activité économique pour essayer d'y voir un peu plus clair et au moins d'avoir sur une année des données qui soient un peu plus représentatives de la réalité. Donc il y a vraiment un enjeu pour nous et du coup on va essayer de voir comment, en sollicitant des fédérations, en sollicitant peut-être des contacts qui ont euh, le potentiel pour nous envoyer ces données, voir comment avoir une vision un peu plus réelle qui corresponde à la situation réelle. En ce qui concerne les installations équipées d'un tri mécano-biologique, on est sur une capacité, on a deux installations, ça n'a pas changé, ça va changer. Donc on a l'installation du point fort à Cavigny et l'installation du SMIDVAD à Bramto, qui représente une capacité totale de 108 000 tonnes par an. Et on a eu sur l'année 2020 87 000 tonnes en 30. On est à peu près sur 78% de la capacité qui est utilisée. Sur les flux entrants, on est à 83% sur les ordures ménagères. On a à peu près 10-11% de déchets alimentaires. On a quelques flux en plus comme des papiers souillés, des sciures, des copeaux qui arrivent aussi dans l'entrant. Et on a un peu de déchets verts qui arrivent aussi sur ces installations. L'événement principal, c'est l'incident qui est survenu fin 2019 sur l'installation de Cavigny. Concrètement, on a eu l'installation a connu un sinistre, l'effondrement d'un mur dans le hall de maturation du compost. Donc, ce qui fait que en fait, l'installation de méthanisation a fonctionné en mode dégradé et le digestat sortant du méthaniseur a dû être envoyé en ISDND. Il n'a pas pu être maturé pour en faire du compost. Donc ça a fonctionné à peu près en mode dégradé jusqu'à novembre 2020. Et l'unité du coup de Cavigny a fermé définitivement ses portes fin 2021 suite à une décision des élus. Donc concrètement, les OMR désormais sur le territoire du point fort rejoignent directement l'ISDND de Beauchêne-Saint-Fromont. Sur l'origine des flux, on est à 89% de flux provenant des ménages. Le delta, le reste provient, c'est des déchets alimentaires qui proviennent d'industries agroalimentaires. La conséquence directe du fonctionnement en mode dégradé de l'installation de Cavigny, c'est une chute des performances de valorisation. On a bien moins de compost produit, 8 000 tonnes de compost produites en 2020 et une production d'énergie de l'ordre de 7 700 MWh en 2020 contre 13 600 en 2018, du fait du fonctionnement seulement de l'installation du SMIDVAD, sur lequel il y a une réflexion qui a été engagée sur la valorisation des refus du TNB, alors notamment avec des projets de création de fours à OPCI sur les UVE normands, voir comment avoir une collaboration avec les installations d'incinération avec valorisation énergétique. Sur le compostage, on a recensé 56 installations. C'est un nombre qui est en diminution parce qu'on a pu identifier quelques plateformes qui avaient fermé leurs portes définitivement. Ça représente une capacité de 588 000 tonnes, un tonnage entrant de 439 000 tonnes, ce qui fait à peu près 75% de la capacité utilisée. C'est un peu le même constat que sur les centres de tri DAE. On a pas mal d'installations qu'on a identifiées mais qui ne nous répondent pas.
dont certaines qui ont ouvert leurs portes assez récemment. Et donc là, pareil, on est un peu pas complètement satisfait du taux de retour qu'on a sur ces installations parce qu'on se dit qu'on n'a pas la vision exacte de l'outil industriel qu'on a sur notre territoire, ce qui est un peu malheureux. Pour rappel, on a différents types de plateformes, hein, les plateformes de compostage de déchets verts qui constituent la majorité des sites, le co-compostage avec des boues et ou des déchets alimentaires. On a quelques plateformes, notamment à Bernières-sur-Mer et à Cabourg, qui font du co-compostage avec des boues. Et ensuite, les compostages en annexe à bâtiments d'élevage, c'est ce qu'on va retrouver surtout sur l'Orne, en fait, où on a des plateformes qui font du compostage, notamment en bout de champ. Sur les déchets entrants, on a 87% de déchets verts, 8% de boues d'épuration qui sont concrètement les entrants sur les deux plateformes de co-compostage. Et on a une petite part qui est représentée par les déchets alimentaires, qui représente à peu près 5%, ce qui fait à peu près 20 000 tonnes en 2020 qui sont issues des gros producteurs, donc souvent de l'industrie agroalimentaire qui apporte ces flux sur une partie de ces flux sur ces installations. En production, on est à peu près à 200 000 tonnes de compost produits et valorisés, et majoritairement valorisés en agriculture. Qui dit compostage dit aussi récemment, on a eu pas mal on en a pas mal parlé, puisque ça va arriver assez vite, l'obligation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs à partir du 1er janvier 2024. Ce dont on avait déjà parlé, en fait, c'est le manque d'exutoires pour la valorisation des biodéchets en Normandie. Alors, pour rappel, pour traiter des biodéchets en compostage, il est nécessaire d'avoir un agrément sanitaire pour traiter des sous-produits animaux, avec un dossier à déposer auprès de la DDPP, un site à penser et à organiser en fonction de pas mal de contraintes, en termes d'équipement, de gestion des effluents, de démarche qualité. Donc, il y a quelques contraintes qui font qu'on a des démarches à engager pour les porteurs de projets qui sont assez importantes. Et donc, forte du constat qu'il manquait à la fois une mobilisation des collectivités et aussi un manque d'installation sur le territoire, l'ADEME et la région Normandie ont lancé 2 appels à projets. Un à destination des collectivités sur le tri à la source des biodéchets et un autre plus à l'attention des porteurs de projets, un appel à projet déconditionneur. Et donc, du coup, on a notamment eu récemment 2 lauréats, le SDOMOD à Malville-sur-le-Bec et la SCEA du Montauroux à Cléville en Seine-Maritime. Et pour rappel aussi, l'Observatoire avait travaillé une étude spécifique sur le gisement de biodéchets collectables sur le périmètre de la région Normandie. On avait pu un peu identifier le gisement de ces biodéchets en posant plusieurs hypothèses. On avait pu aussi identifier les zones sous tension et les zones blanches sur lesquelles on n'avait pas d'installation existante et pas de projet envisagé pour permettre de traiter ces biodéchets. Et donc, on avait pu faire ressortir quelques zones blanches où concrètement, il y avait potentiellement un peu de gisement et pas vraiment de solution pour traiter ce gisement. Et donc, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas d'installation apte, capable d'accueillir ces flux, les collectivités ont du mal à se projeter, à se dire, voilà, je vais collecter des biodéchets. Si je le fais pas si je déploie pas une solution de compostage de proximité, je vais me retrouver avec un flux que je vais devoir traiter. Si j'ai pas d'installation autour de moi, je vais pas forcément me lancer. Alors du coup, la situation fin 2022, on a 4 plateformes de compostage qui sont agréées, SPA3. Donc, on a les petits composteurs à Martinvat. Alors, c'est une petite plateforme, hein. On ne va pas être sur des tonnages énormes, une capacité de traitement qui soit très élevée. On a les 2 installations du CEROC à Formigny et Ry. On a aussi l'installation de Veolia à Billy.
Et que je l'oublie pas, on a aussi l'autre installation de Veolia à Saint-Vigor-d'Imanville, dans la Seine-Maritime. Ensuite, on a 5 installations de méthanisation qui sont elles aussi agréées SPA3, un quai de transfert en Seine-Maritime à Petit-Quevilly. Et enfin, on a une installation de méthanisation ici en construction qui aura bientôt un agrément SPA3. Et donc, retenir aussi que ces installations sont agréées SPA3, mais elles n'ont pas forcément toutes un déconditionneur pardon, sur place. Les déconditionneurs qui sont signalés par un petit demi-cercle bleu ici qu'on peut voir sur certaines installations. Que c'est fortement conseillé. Alors que c'est effectivement fortement conseillé. Alors, si on a une question, on va la prendre. C'est Laurent Chézard qui parle des hygiénisateurs en Normandie. Les hygiénisateurs, donc c'est spécifique en fait à la méthanisation. Sachant qu'une plateforme de compostage, via le process, en fait, il y a une hygiénisation de la matière qui est faite. Donc au niveau des hygiénisateurs, toutes les installations de méthanisation qui aujourd'hui réceptionnent des biodéchets sont équipées d'hygiénisateurs. Ça c'est nécessaire. Donc du coup, celles qui sont donc, les installations qu'on a fait figurer donc, sur la carte sont nécessairement équipées d'un hygiénisateur. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Laurent. Après, il faut savoir aussi que dans le cadre, alors on a des cartos plus spécifiques, mais dans le cadre d'un autre programme d'animation que Biomasse conduit, qui s'appelle le plan méthanisation, on suit en fait toutes les installations de méthanisation en Normandie qui sont en fonctionnement, et on suit également tous les projets aux différents stades, que ce soit au stade de réflexion, construction, des dossiers auprès des représentants de l'État. Donc, c'est des données en fait à part que l'on suit. Donc, on pourra éventuellement transmettre les liens, parce que je crois qu'il y a une carte dynamique. Je me demande si je me trompe, mais il y a une carte dynamique qui doit être sur notre site qui permet d'identifier en fait toutes les installations de méthanisation qui est en Normandie et avec éventuellement les équipements. Donc, ça, on pourra vous le transmettre aussi par la suite avec le PowerPoint. Pour Laurent, c'est bon, ça a répondu à sa question. Et j'ai M. Sébastien Henrault qui demande bonjour, la nouvelle installation en construction se situe sur quel périmètre? Alors, c'est Biéville-Beuville, c'est Calvados. Ouais, c'est une installation qui est située au nord de Caen, à Biéville-Beuville. C'est un Grimeta, Nacre, qui est en construction. Il y a une autre installation aussi en construction à Sainte-Cécile, de NG Biose. C'est les deux installations voilà, qui sont sur lesquelles on peut communiquer parce qu'elles sont passées au stade de la construction. Voilà, encore une fois, on a connaissance des projets que l'on a en région, mais au stade du projet, en fait, on n'a pas forcément la possibilité de communiquer dessus. Donc, question. Ok. N'hésitez pas, si vous avez même par la suite des questions sur ces trois premières parties, à les poser dans le chat. Pour la suite, donc du coup, un petit zoom sur les plateformes de broyage de déchets de bois. Donc, encore une fois, voilà, c'est des installations que l'on ne suit pas forcément à chaque enquête ITOM. Là, c'était l'occasion, dans le cadre d'un AMI Impact, que l'on conduit donc sur la Normandie et sur l'île de France. Et on en parle aujourd'hui en fait parce que c'est des enquêtes qui ont été couplées aux enquêtes ITOM, sachant que les plateformes de broyage bois sont bien souvent en fait sur les mêmes sites que des activités de compostage par exemple ou des centres de tri. Donc pour ne pas solliciter plusieurs fois les interlocuteurs, on avait juste, entre guillemets, rajouté une petite feuille spécifique sur ces plateformes bois et profiter de l'enquête ITOM pour aller chercher de l'information. Donc là, je vais laisser la parole à Benjamin qui a du coup coordonné ce programme qui se termine très prochainement. Bonjour à tous, je me présente Benjamin Thomas, donc je suis chargé d'études au sein de Biomasse Normandie sur les déchets d'activité économique, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc je vais vous présenter très rapidement de slides le programme Impact et puis les résultats concernant ce programme, notamment sur la région Normandie.
Donc, Alexandre l'a précisé, hein, c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'un appel à la manifestation d'intérêt, CPIER, donc sur la vallée de Seine. Donc, le périmètre d'intervention, c'est à la fois la région de Normandie, mais aussi la région de France. Et l'objectif, pour faire très simple, de ce programme, c'était d'améliorer la collecte, le pré-traitement et la valorisation des déchets de bois sur ces deux régions. Biomasse Normandie porte ce programme en partenariat avec deux autres structures, Ceden, qui est basée à Rouen, et Circoe, qui est l'ancien CRIT logistique. En tant qu'AMI CPIER, on a un soutien financier de la part de la région Normandie, de la région Île-de-France, mais aussi de l'ADEME. Et puis, dans le tour de table financier, on a aussi des soutiens de la part des deux éco-organismes, que sont Écomobilier, donc maintenant Écomaison, et puis Valdelia, et des structures privées, donc Solvalor, Linex, Panneau, Biocombustible, MJ Solutions, Tertu et Dalpia. Ce programme, pour faire assez simple, hein, il avait cinq volets d'action que je vais vous mentionner. Le premier, ça concernait la caractérisation de la gestion des déchets de bois par les professionnels du bâtiment, puisqu'on s'était aperçu que c'est là qu'il y avait une grosse marge de manœuvre. Donc, on a fait un travail d'enquête à ce niveau-là, notamment en partenariat avec la FFB Normandie. Donc, on a eu un volet d'enquête via des questionnaires dématérialisés envoyés par mail. Et puis, on a eu en complément une enquête un peu plus qualitative réalisée par téléphone sur la Normandie et l'Île-de-France par Circoe. En parallèle de ça aussi, on a travaillé sur les flux qui ne sont pas captés, les mauvaises pratiques, donc notamment les pratiques de brûlage à l'air libre. On a essayé de quantifier un petit peu les déchets de bois qui pouvaient être brûlés de cette manière, notamment sur les chantiers. Et puis, on a eu un focus sur les dépôts sauvages. Donc ça s'est fait en partenariat avec la région Normandie. Et c'est une enquête qui a été réalisée auprès de l'ensemble des collectivités normandes. Donc ça, c'était le premier volet. Ensuite, on en a eu un second. Là, l'objectif, c'était de réaliser des essais de combustion de déchets de bois dans des conditions qui permettaient de paramétrer, de suivre les conditions de combustion et les émissions dans l'air. Donc ça s'est fait notamment sur des sites industriels, donc le site des Nourrices à Massy, en région parisienne, et puis la chaufferie de la Petite Bouvrie à Rouen, qui est en fait une chaufferie qui présente qui alimente un réseau de chaleur, hein, mais qui présente une technologie assez particulière. Et puis, à côté de ça, on a aussi fait des essais de combustion de déchets de bois dans un foyer de type domestique. Donc ça a été réalisé avec l'INSA de Rouen. Et vraiment, l'objectif, c'était de montrer en fait que sur les sites industriels, les sites qui disposent de technologies adaptées, on assurait la maîtrise des émissions dans l'air. Le troisième volet, ça portait sur les essais de valorisation des cendres, parce que si on fait de la combustion de déchets de bois, forcément les cendres, elles ne peuvent pas retourner au sol, donc via une valorisation agronomique. Donc il fallait trouver des solutions alternatives. Donc c'est un travail qui a été mené notamment par Solvalor, l'intégration dans des bétons. Le quatrième volet, lui, il portait sur l'état des lieux, des moyens de collecte présents sur le territoire, les flux de déchets de bois, les moyens de pré-traitement et les sites de valorisation. Et par rapport aux flux qui ont été identifiés, l'objectif derrière, c'est de voir si tous ces outils de collecte et de pré-traitement sont bien dimensionnés ou s'il y a besoin de les redimensionner. Sur la bonne slide, ensuite, apparemment, il y a un problème On n'a pas de partage, je pense. on a partage d'écran, de toute façon, la diapo n'a pas bougé. Et le cinquième volet, donc, consistait dans le fait d'étudier des nouveaux exutoires pour la valorisation des déchets de bois. Donc, ça, c'était l'ambition initiale, mais je vais vous en reparler après. Des éléments contextuels ont un petit peu changé la donne sur ce volet-là. Quoi qu'il en soit, ce programme donc, qui a commencé fin 2020, est sur sa fin, puisqu'il se termine sur la fin de l'année.
Et il y aura un élément de restitution assez large qui sera réalisé en début d'année prochaine. Donc Alexandre vous l'a précisé, hein, donc, dans le cadre de ce programme, il y a des enquêtes qui ont été menées en partenariat avec l'ORDIF et elles ont été couplées aux enquêtes ITOM 2020. Donc ça a permis le recensement de 22 plateformes en Normandie de préparation de déchets de bois et un projet sur le secteur du Havre. Donc là, vous avez la cartographie hein, qui vous est présentée à droite. En Normandie, ces plateformes, elles assurent le traitement d'à peu près 200 000 tonnes de déchets de bois sur l'année 2020. Et si on regarde la répartition entre le bois et le bois B, on voit qu'en Normandie, on est à peu près 75% de bois B et 25% de bois. C'est pas tout à fait la même répartition que l'Île-de-France, puisque en fait sur l'Île-de-France, on va avoir une activité économique et logistique plus importante, donc du conditionnement de matière, de marchandises, donc un peu plus de palettes, ce qui explique ce différentiel. Si on regarde maintenant la valorisation de ces déchets de bois, ben, on voit que sur le territoire, elle est majoritairement énergétique, hein, puisque 72% des tonnages identifiés vont en valorisation énergétique, contre 32% en valorisation matière. Donc, je vous ai parlé d'éléments contextuels hein, qui ont changé un petit peu la donne sur certains volets du programme. En fait, par rapport à un contexte il y a 2-3 ans, on a pu voir un essor assez conséquent des projets qui vont valoriser les déchets de bois. Tout d'abord, sur la filière des panneaux. On a les panneautiers en France, mais aussi à l'étranger, notamment les pays limitrophes, qui voient leur consommation de déchets de bois augmenter. Si on prend la filière française, par exemple, la croissance de la consommation des déchets de bois, elle est estimée à 60%, plus 60% entre 2021 et 2025. Donc voilà, on a un premier niveau et on a un acteur en région, l'INEX, qui augmente fortement ses consommations. Ensuite, le deuxième volet, c'est la mise en œuvre de la décarbonation de l'industrie, qui a été lancée par le gouvernement notamment, avec différents projets. On peut mentionner Biosynergie, on peut mentionner aussi la reprise du site de Chapelle d'Arblay, donc UPM, par Veolia, qui souhaite modifier son mode d'approvisionnement. C'est aussi l'apparition de nouveaux vecteurs énergétiques avec le développement de l'hydrogène via le procédé de pyrogazéification. Là, on a identifié 2 projets en région, donc TH2 sur Blainville-sur-Orne et puis Salamandre, donc secteur du Havre. Et puis, c'est tout simplement aussi l'apparition de nouvelles activités. Et là, je pense à Eastman sur le secteur du Havre aussi, où on a un prévisionnel de 300 000 tonnes de combustible entrant, constitué à 50% de CSR et 50% de biomasse. Et dans biomasse, on entend notamment, ils entendent du bois B. Donc tout ça, ça va créer quand même une tension sur la matière et ça va avoir plusieurs incidences. Tout d'abord, une relocalisation de la valorisation des déchets de bois. On avait jusqu'à présent une exportation qui était encore assez massive. On a à peu près encore 37% des déchets de bois qui sont valorisés en matière et en énergie qui sont exportés. Donc là, ça veut dire qu'on va recentraliser tout ça sur le territoire. Ça devrait aussi se traduire normalement par une diminution des coûts de traitement pour les collectivités, puisque la valeur économique de ces déchets de bois, elle va varier. Je vous ai parlé de tension sur la ressource, donc on la constate déjà, mais elle devrait être de plus en plus marquée et très sensible à horizon 2024. Et ça sous-entend aussi du coup de devoir réorienter les nouveaux projets qu'on a pu identifier, soit vers la valorisation de chaleur fatale, hein, notamment avec la synergie des UVE. Soit vers de nouveaux types de combustibles, et là on pense aux combustibles solides de récupération. Donc voilà, brosser très rapidement le cadre de ce programme et puis les conclusions, notamment au niveau
de la maille normande. Si c'est par rapport à la note. Alors oui, on a, sur ces éléments contextuels de tension, on a produit une note au sein de Biomasse Normandie dans le cadre de ce programme qui représente un petit peu les enjeux en termes de flux, en termes de valorisation, en termes de contexte. Par exemple, les contraintes sur les capacités d'enfouissement et autres. Donc, cette note, elle est diffusable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en ligne sur notre site internet de manière à ce que vous puissiez la télécharger. Ok. Il y a une question de Monsieur Sébastien Henrault. Le projet de plateforme bois se situe sur quel bassin géographique? Le projet de plateforme bois se situe sur le secteur du Havre. Bah, non, ça devrait répondre. Merci beaucoup. T'avais une question? Ah, c'était la seule question. Ok. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Bon, merci, Benjamin. Bon, ensuite, on va parler donc, des usines de valorisation énergétique que l'on a en Normandie. Donc là, je vais laisser la parole à Firmin. Firmin qui était en stage chez nous en début d'année, là, qui est un stage qui portait justement sur les enquêtes que l'on a lancées un peu flash là, sur les UVE et les ISDND et qui poursuit du coup sa mission dans le cadre de l'étude traitement des déchets résiduels qu'on anime en Normandie. Donc je te laisse la parole. Ben, merci. Donc voilà, Alexandre a présenté. Donc, je viens de rejoindre Biomasse Normandie il y a peu. Donc pour ce qui est des unités de valorisation énergétique, donc je travaille beaucoup sur les installations de traitement. Donc c'est pour ça que je présente ce bilan de l'année 2020. Donc sur les unités de valorisation énergétique, en Normandie, on a la présence de 4 unités qui sont réparties assez inégalement sur le territoire, majoritairement sur l'ancienne Haute-Normandie. On a Colombelle dans le Calvados, qui est la seule unité de valorisation énergétique de l'ancienne Basse-Normandie. Ces 4 unités ont une capacité de traitement de 762 000 tonnes, des tonnages entrants donc de 750 000 tonnes, ce qui fait donc une capacité globale utilisée de 98%. Donc les unités de valorisation énergétique sur l'année 2021 ont été utilisées globalement à leur maximum. Les déchets entrants sur ces unités sont majoritairement des déchets provenant des ménages à 80%, avec une très grande prédominance des eaux et mers, juste ici, et un peu moins important les déchets ménagers assimilés en mélange, notamment les métaux blancs, etc. Le vide de four qui est souvent utilisé par le maître d'œuvre, pas le maître d'œuvre justement, est souvent dédié à des entreprises, donc des DAE. On va retrouver ici à 13%. Les déchets traités dans les UVE normands sont majoritairement normands. Il y a seulement 3% de déchets qui viendraient des régions limitrophes. On peut noter aussi la présence de actuellement 3 projets de création de nouvelles lignes avec équipés de fours OPCI sur les 4 installations. Ils sont tous à des avancements très différents. Mais on s'en doute, si c'est des projets de nouveaux fours, vu que c'est sur des installations déjà existantes, la manche de l'orne sera donc malheureusement pas desservie. Des formations d'unités de combustion des CSR, donc de combustible solide de récupération, sont aussi en projet, notamment dans l'ex-Haute-Normandie. Pour ce qui est de la valorisation énergétique de ces unités, on peut voir qu'il y a une production et une valorisation de l'énergie thermique qui équivaut à peu près à 75 800 foyers. En énergie électrique, 43 500 foyers via notamment des génératrices. On peut aussi noter sur la valorisation énergétique la mise en place d'un ORC qui convertit de l'énergie thermique en énergie électrique sur l'UVE de Colombelle. Cet ORC a été mis en place en 2018
Sur la même unité de Colombelle, il y a eu aussi la mise en place en 2022, donc très récemment, de la récupération de la chaleur potable de l'unité, ça m'a un peu surpris, pour chauffer des serres maraîchères situées juste à côté. Le but étant d'éviter de perdre trop de chaleur. Les quantités sortant des installations, puisque les UVE brûlent des déchets, forcément il y a des déchets sortants, c'est-à-dire qu'elles sont entrantes mais aussi productrices de déchets. Donc sont à destination de 4 plateformes, donc les mâches fer en Normandie. Ça représente 249 000 tonnes, dont 38%, donc sur les plateformes normandes, 38% vient de l'Île-de-France. On a 38% des mâchères traitées en Normandie qui viennent de l'Île-de-France, tu me expliques mieux. Qui est un territoire très pourvu en unités de valorisation énergétique. C'est pour ça que ça peut être plus compliqué pour ce territoire de traiter tous ces mâches fer et de les maturer notamment. Une partie de valorisation de la terre. On considère actuellement que 100% des entrants sur les unités de valorisation sont de la valorisation énergétique. C'est le graphique qu'on a ici. Donc c'est l'indicateur primaire. Sauf qu'on se rend compte que sur cette valorisation énergétique, après, sur les déchets produits par l'installation, on a souvent une valorisation matière qui n'est pas négligeable et qui est ici de l'ordre de 20%, qui était anciennement peu renseigné, peu mis en valeur. C'est pour ça qu'on va essayer de tendre vers ces indicateurs secondaires pour montrer aussi la valorisation matière qui peut être présente dans les unités de valorisation énergétique. Il n'y a pas que de la valorisation énergétique. Pour la valorisation de matière, on a majoritairement, donc pour les mâches fer déferraillées et maturées, l'utilisation en sous-couche de voirie ou bien la récupération des métaux dans les mâches fer. Si on peut juste faire une petite pause à ce moment-là, parce que là on parle d'énergie. Je vois Oui. qu'il y a une question en fait de Laurent qui demande en fait qu'est-ce que la chaleur fatale. Quand on parle de chaleur fatale, en fait, c'est finalement la chaleur qui est produite par les installations de combustion et qui est perdue. Et donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de la valoriser au maximum. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de réorienter des projets qui portent sur les projets qui sont, voilà, qui sont en cours et qui sont aujourd'hui orientés vers de la combustion de déchets de bois. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des synergies avec des installations qui existent déjà et qui pourraient du coup alimenter des réseaux industriels par exemple et du coup alimenter en chaleur des industriels qui auraient en tête de mettre en place leur propre installation de combustion. Donc quand on parle voilà, de chaleur fatale, l'idée, c'est vraiment de valoriser au maximum la chaleur qui est perdue et qui est du coup libérée dans l'atmosphère et qui chauffe les petits oiseaux, quoi. Donc, je passe à la suite. Donc, par rapport aux apports dans les installations de traitement normandes, on peut voir notamment en 2020, lors du premier confinement, une grosse baisse comparée à l'année antérieure des apports dans les installations de traitement et un délestage des ISND, donc des installations de stockage de déchets non dangereux, vers les UVE pour qu'ils conservent un fonctionnement à 100% en fait. Une unité de valorisation énergétique ne fonctionne et n'a pour but de fonction que d'être à son maximum. À partir du moment où elle est à moins de 100% d'efficacité, en fait, le rapport en coût n'est plus bon. Donc, le but étant d'être à 100% tout le temps, que le four fonctionne toujours à fond. On a donc eu un gros délestage au premier confinement, dû à une baisse donc, de la production de déchets durant ce laps de temps, ces 3 mois. Le second confinement, on peut le voir, hein, qui a été beaucoup moins, comment je pourrais dire, sévère, plus light, a eu un effet beaucoup moindre. Et le délestage s'est beaucoup moins fait sentir. La baisse a été quasiment identique sur les 2 types d'installations. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Pour les ISND, donc les installations de stockage de déchets non dangereux, en Normandie en 2020, on avait 11 installations qui avaient une capacité totale de 1 180 000 tonnes.
avec un entrant à 1 45 000 tonnes. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. On est à une utilisation de l'outil à 88%, donc, qui est quand même assez élevé. Et il faut noter la fermeture de 2 installations de Mercey en 2021 et Isigny-le-Buat en mars 2022, qui fait une perte de capacité de traitement annuelle de 150 000 tonnes. Donc, si on mettait en place cette fermeture antérieure à 2020, on voit que la tension serait déjà mise en place en 2020. En fait, on serait à plus de 100% d'utilisation de l'outil, donc on aurait été obligé d'exporter des déchets. La nature des déchets en entrant des installations est beaucoup plus disparate que les UVE, avec, où on voyait une prédominance des déchets ménagers. Ici, on a un gros tiers des déchets ménagers, 35% de DAE, et les installations de traitement, les collectivités et le BTP qui viennent fermer les 100%. L'OMR ici est surtout réparti dans des installations où les UVE ne sont pas présents, avec le Pays de Caux, je pense notamment, Osfrêne-Auvergne, toute la Manche et l'Orne, qui sont dépourvus d'installation, et donc ces flux sont dirigés naturellement vers les ISND. On voit aussi que sur les ISND, les déchets ne proviennent pas seulement de la Normandie. On a quand même 13% de déchets qui viennent des régions limitrophes, là où sur les UVE, on avait seulement 3%. Donc forcément, les ISND touchés ne sont pas le Ham ou Covicourt, mais plutôt des ISND limitrophes, dû au principe de proximité. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser et mettre dans la balance aussi de la capacité de traitement. Donc, ces ISND ont une valorisation énergétique également, c'est-à-dire que souvent, ils récupèrent le méthane qui est dû à la méthanisation dans les casiers, et très souvent équipés, enfin très largement équipés sur notre territoire de cogénération, c'est-à-dire génération électrique et thermique, sauf pour le cas des ventes de bourse où on a une injection, donc l'injection de biogaz directement dans le réseau urbain. Donc pour ce qui est de la valorisation énergétique, électrique, on est à 63 gigawattheures directement rendus sur le réseau donc EDF, et une valorisation thermique qui est de l'ordre de 44 gigawattheures, qui est en fait autoconsommée par les installations pour traiter leur lexivia, souvent pour les réduire via le principe d'évaporation. Évapo-concentration. Alors, les capacités de stockage des déchets en Normandie, donc on a pu voir, sont assez tendues et vont se tendre en fait dans le futur. Et ça correspond aussi aux objectifs réglementaires qui ont été mis en place, avec une réduction de 30% des quantités admises en 2020 et 50% en 2025 comparé à l'année 2010. Une limitation à seulement 10% des DMA en ISND en 2035. Donc, pour comparer, en 2020, on était au lieu de 10% à 24,8% des DMA stockés, ce qui fait donc 539 000 tonnes. En 2035, à tonnage constant, il faudrait stocker près de 220 000 tonnes. Donc, il y a un gros gap à faire. La hausse de la TGAP, je pense que vous êtes tous au courant, continue d'avancer. On est actuellement autour de 45, je pense, pour la majorité, et va tendre vers 65 d'ici 2025. Et la hausse des coûts, la hausse de la TGAP n'est pas la seule raison de la hausse des coûts. On a aussi une hausse des coûts sur le stockage, donc qui passe de 70 € la tonne souvent à 100 voire 120 € la tonne, hors TGAP. Et en fait, par le principe du marché, les UVE s'alignent sur le prix de traitement des ISND. Et donc, on va avoir un coût de traitement en UVE qui va aussi tendre, qui sera sûrement inférieur, mais tendre vers celui des ISND. Tu arrives à la fin de ta diapo, c'est Ouais. ça. Oui, alors, effectivement, ouais, on a pu noter
Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner. On a noté une grosse augmentation des coûts de stockage, euh, donc facturés par les installations privées aux collectivités. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas habitué en Normandie à payer cher le stockage des déchets, contrairement à d'autres régions, hein. Et là, le gap est un petit peu difficile en fait, entre l'augmentation des coûts de traitement et l'augmentation de la TGAP. Mais ce qui est notable, c'est qu'on a pu observer effectivement des augmentations aussi des coûts de traitement facturés à des clients du VE qui sont assez notables et les prix qui sont facturés sont aux alentours de 100 à 120 euros la tonne. Donc, voilà, pour l'exemple que l'on a en tête, ça va être lissé sur 4 ans, mais malgré tout, on voit quand même que la tendance est à l'augmentation sur le stockage ou sur l'incinération, encore une fois en prestation. Donc ça c'est notable. Et ce qui est notable aussi, c'est quand même, je voudrais juste insister sur le fait quand même que la réglementation indique une limitation des DMA de 10%, hein. Ça, c'est en 2035, donc on peut se dire, on a encore le temps, hein, on a encore 10-15 ans devant nous. Mais malgré tout, ça veut dire quand même qu'il va falloir diminuer de 300 000 tonnes les quantités de déchets ménagers et assimilés qui sont envoyés en stockage pour justement avoir cette limitation de 10% à l'échelle régionale. Donc c'est assez considérable hein, de détourner 300 000 tonnes sur une région. Donc c'est voilà, faut bien l'avoir en tête pour justement aller dans la bonne direction. Je reviens rapidement sur le graphique que vous avez en haut à droite, sur les capacités de traitement annuelles en Normandie, donc sur les installations de stockage seulement. Donc les UVE sont sortis de ce petit graphique. Vous avez en bleu le nombre d'installations qui est répertorié à droite ici. Euh, Toutes les courbes correspondent à une capacité annuelle, donc vous avez l'échelle à gauche et les années en bas. J'explique pour que ça soit bien clair et que vous compreniez à quoi correspond quoi. Donc on voit que si on suit en fait, tout simplement les fermetures prévisionnelles des installations, on a une chute violente, très honnêtement, de la capacité de traitement d'ici même pas 10 ans. Euh, c'est ce qu'on a actuellement, c'est ce qu'on ressent actuellement avec la fermeture de notamment Mercey et Zinibua avec la perte de 150 000 tonnes de traitement. La DREAL nous a dit que les objectifs réglementaires seraient le fil rouge et que la capacité de traitement de ces installations-là tendrait vers l'objectif réglementaire. Donc la chute de capacité ne devrait pas dépasser ce seuil. Donc avec des extensions des extensions d'activité pour les installations, tout simplement. Visiblement, de ce qu'on a pu entendre, c'est les contrats seraient sur des plus petits tonnages par an, donc des plus petites capacités, mais étendus sur des plus longues durées comparé à l'actuel, afin de pouvoir lisser et permettre permettre d'avoir un bon rendement en fait aux installations. Donc on tend vers l'objectif de normalement c'est ce qu'on prend en référence, on tend vers l'objectif réglementaire. C'est-à-dire que la chute ne va pas être aussi abrupte, mais on tendra vers cet objectif d'ici 10 ans grand maximum. En gros, oui, c'est ça, c'est que l'idée, c'est de maintenir une capacité régionale de 600 000 tonnes, donc qui correspond finalement à 50% de la capacité régionale que l'on avait en 2010, et du coup de renouveler les extensions des ISDND pour justement approcher cette capacité régionale, quoi, et qu'on essaiera de maintenir dans les années à venir. Donc c'est pour ça que effectivement, comme dit Firmin, la courbe que l'on montre en orange et puis les istos bleus, là, ça prend en compte la fermeture définitive en fait, des installations. Donc, pour le coup, effectivement, en 2036, il n'y reste plus grand-chose. Mais voilà, faut quand même avoir en tête que on devrait quand même maintenir dans les années à venir une capacité de 600 000 tonnes, à peu près 600 000 tonnes sur la région Normandie. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un maillage en installation de stockage qui soit le plus homogène possible, de façon à ce que les déchets ne traversent pas la région. Donc voilà en quelques mots des éléments sur les UVE et le stockage. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions.
Si vous avez des questions, il y a encore temps. N'hésitez pas. Sinon, on va avancer, puis on reviendra dessus. Donc ensuite, on voulait vous faire un petit point d'avancement sur l'étude régionale, donc sur le traitement des déchets résiduels. Donc c'est une étude en fait qui nous a été confiée donc, par la région Normandie en début d'année, qui fait suite un peu au constat hein, que l'on peut faire depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, sur le fait que voilà, la filière de traitement des déchets résiduels se tend, ça se confirme. Donc l'idée donc de cette étude régionale, c'était d'abord en fait de refaire un état des lieux de la filière traitement sur l'année 2021, sachant que comme on l'a vu tout à l'heure, l'année 2020 était une année un peu particulière avec la crise sanitaire et l'impact Covid. Donc là, on a refait un état des lieux sur 2021 auprès des UVE et des IND de Normandie. Donc on profite pour remercier tous les acteurs, les exploitants qui ont pu répondre à cette enquête un peu flash. On a fait aussi un bilan sur les imports et les exports de déchets normands et puis du coup des régions limitrophes pour vraiment avoir une idée précise des échanges qu'il y a entre les régions et une idée précise de la production de déchets résiduels que l'on a en Normandie. Toutes ces données, en fait, on les a consolidées. On a réalisé différents entretiens, notamment avec les maîtres d'ouvrage des unités de valorisation énergétique qui ont des projets ou réflexions donc, en cours sur des extensions du VE. Donc ça fait l'objet en fait d'un premier comité de pilotage au mois de juillet. Donc, pour présenter donc, cet état des lieux de la filière et de faire un diagnostic donc, sur 2021. On a du coup là engagé et terminé quasiment une phase 2 qui consistait à établir une prospective sur 10-15 ans en fait, de la production de déchets résiduels en Normandie. À la fois une prospective technique et économique lorsque c'est possible. Euh, et on a aussi, lors de cette phase 2, commencé à regarder un peu plus spécifiquement les projets d'unités de combustion de CSR, les projets de création de réseaux de chaleur, que ce soit des réseaux de chaleur urbains ou industriels. Euh, C'était voilà, un volet qui était aussi en lien avec l'AMI Impact, hein, sur les déchets de bois. Donc, tout ce volet, en fait, un peu prospectif, on l'a du coup suivi donc, entre juillet et puis, disons, novembre. Là. Ce qui fait que ça nous permet de déterminer un petit peu des tendances, des scénarios d'évolution, qui seront pris du coup en compte derrière pour évaluer l'impact de la mise en œuvre des projets du UE, pour voir, pour conforter si c'est nécessaire ou au contraire alerter les maîtres d'ouvrage sur leurs projets, sur l'opportunité en fait de les étudier plus finement et de voir en fait comment on pourrait raisonner à l'échelle régionale et territoriale sur la logistique et le traitement et la valorisation des déchets résiduels. Donc pour ça, en fait, là, on est entré dans la phase 3 hein, qui se terminera mi-janvier, qui vise en fait à revalider les projets, les réflexions, à identifier l'impact sur les capacités de traitement, et l'impact aussi sur la filière aval, parce que s'il y a des nouvelles unités de combustion, notamment au PCI, qui verraient le jour, bah, ça aura forcément un impact en fait, sur les productions de mâche fer, les productions de réfium, donc les productions des déchets sortants hein, que Firmin a pu évoquer tout à l'heure, et des impacts bah, sur les installations qui réceptionnent en fait, ces déchets. On peut notamment penser aux installations de stockage de déchets dangereux qui récupèrent les déchets dangereux produits par le traitement des fumées. Donc ça, c'est voilà, prévu aussi de le regarder et on fera une note de synthèse en fait, sur l'ensemble de cette mission à la fin de cette phase 3. Donc voilà, aujourd'hui, on a engagé la troisième phase. On va vous présenter des éléments sans rentrer trop dans les détails et parce qu'il
puis sans trop en dévoiler, parce qu'il y aura des choses qui seront un peu plus précises, qui seront dites lors des prochains événements, mais au moins vous donner quelques éléments en fait, sur l'état des lieux et sur des grandes conclusions. Donc, si par rapport à l'état des lieux, ce que l'on a pu. Oui, voilà, il y a un copie planifié mi-janvier et une restitution qui sera prévue février-mars, qui sera élargie à tous les acteurs normands. Si on regarde un petit peu le maillage en fait, des installations de traitement qui sont sollicitées par les acteurs normands, donc en 2021, on avait 15 installations de stockage, enfin, 15 installations en Normandie, 11 ISDND et 4 UVE, un TMB sur Bramto, avec une capacité globale de 1 900 000 tonnes, disons. On a noté quand même la fermeture, encore une fois, de 2 sites, hein, Mercey et Isigny, ce qui fait que ça a quand même assez fortement impacté la capacité régionale que l'on avait. On perd sur même 150 000 tonnes, enfin 135, c'est pas négligeable. Ce que l'on a pu noter aussi, c'est que, enfin en tout cas rappeler, c'est que les 4 UVE dont on dispose aujourd'hui en Normandie sont plutôt essentiellement situés en Haute-Normandie. Le Havre, Rouen et puis Guichainville, donc auprès d'Evreux, et que l'on n'a qu'une unité en Basse-Normandie, donc sur le plan Nobel. Donc c'est une répartition qui est assez, qui n'est pas très homogène hein, sur la Normandie, clairement, avec des collectivités ou des producteurs privés qui ont la possibilité, donc la facilité d'accéder à ces installations de combustion, et d'autres qui en sont au contraire éloignés. Ce que l'on a regardé aussi, c'est les installations qui sont à proximité, entre guillemets, hein, les installations qui sont sur les régions limitrophes. Donc c'est un travail que l'on a fait en partenariat avec les autres observatoires régionaux, notamment dans le cadre du RAR, donc le réseau des agences régionales pour l'environnement. Dans ce travail un peu collaboratif, on a identifié 27 installations qui sont à proximité, avec notamment 13 sites qui ont été sollicités par des acteurs normands entre 2019 et 2021. Donc voilà, la carte qui est donc en bas vous présente un petit peu la localisation, puis les tailles des cercles en fait représentent l'importance de la capacité de traitement annuel. Et sur la carte, on a identifié donc, par un petit point rouge, un petit cercle, un petit anneau rouge, ainsi, les installations qui ont été sollicitées par les acteurs normands. Je vois qu'il y a une question au passage. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la restitution énergie à tous les acteurs membres, ça devient toutes les collectivités. Oui, bien sûr, on envisage, alors ça, il faut qu'on recale ça avec la région Normandie, hein, qui est le commanditaire en fait, de cette étude. Mais l'idée, c'est d'organiser un événement vraiment spécifique et d'inviter un maximum d'acteurs, et dont toutes les collectivités de Normandie, bien sûr. Donc voilà, un peu pour le maillage des installations de traitement donc, qui sont sollicitées par les acteurs normands. Le travail en fait, donc, collaboratif que l'on a pu faire avec donc, nos homologues, hein, nos observatoires régionaux, ça a permis en fait, de montrer que la tendance est la même en fait, sur toutes les régions et qu'elle est plus ou moins importante. Une tendance qui est plutôt à la diminution des capacités de traitement, hein, qui est en lien avec ce que prévoit la loi, et qui peut être assez marqué en fait, sur certaines régions. Donc, c'est le tableau en fait, que l'on vous présente en fait, sur les évolutions entre 2020 et 2025, qui sont du coup prévues en lien avec les fermetures programmées en fait, des ISDND, donc des différentes régions. Donc on voit en fait qu'on a sur certaines régions où l'évolution va être très marquée. Par exemple, si on prend le centre Val-de-Loire, a priori, ils prévoient une réduction de 31% en fait, de la capacité régionale en fait, sur leur territoire. Après, ce sera certainement en lien, comme ce qu'on dit tout à l'heure, en discussion avec l'INREAL, pour que
il vise en fait l'objectif réglementaire des moins 50%. Donc, il y a certainement des installations de stockage qui vont être renouvelées et étendues. Malgré tout, ça sera pour tout le monde pareil. En fait, on va avoir une réduction globale des capacités de stockage sur l'ensemble des régions de façon à atteindre les objectifs nationaux. Là, on vous a aussi représenté donc, sur le graphique, là, sur les capacités de stockage IZDN, justement les chutes que l'on peut avoir qui seront assez marquées sur certains territoires, notamment dans l'Île-de-France. Où là, si certains gros sites d'Île-de-France ne sont pas renouvelés, là pour le coup, on va perdre de très très grosses capacités à terme. Et à noter aussi que plusieurs régions sont aussi en déficit d'exutoire, c'est déjà le cas, hein. C'est notamment le cas de la Bretagne, qui est obligée en fait d'exporter une part importante de ses déchets résiduels, ce qui fait qu'il y a déjà des échanges entre régions. Et vu que ça va se tendre sur l'ensemble des régions, voilà, quid des imports-exports à terme en fait. C'est une question à laquelle on n'a pas encore vraiment de réponse. Mais ça veut dire que tout le monde va devoir faire des efforts pour produire moins de déchets résiduels et en envoyer moins en stockage. On avait fait aussi dans le cadre de cette étude, justement, on a étudié les imports et les exports en fait, de déchets normands. Sur les graphiques que l'on vous représente, là, donc, déjà on a le 1 800 000 tonnes de déchets qui est traité en Normandie. Ça, c'est une valeur qui est assez constante depuis 2015. Quand on regarde bien, en fait, on a une production qui a augmenté, enfin une production, on a un flux traité en Normandie plutôt, sur les installations de stockage et les incinérateurs qui a augmenté entre 2015 et 2018 de plus 6%, ce qui fait qu'on arrivait un petit peu à un pic au niveau des flux traités en 2018. Et là, on a une tendance qui est plutôt baissière entre 2018 et 2021, où on a au contraire une réduction en fait, de moins 6% des flux traités en Normandie. Donc on pourrait dire qu'on est plutôt sur une pente intéressante. En tout cas, elle est certainement pas suffisante pour répondre aux objectifs et aux difficultés que l'on va avoir sur les capacités de stockage, mais en tout cas, elle est voilà, une diminution qui est notable. Et ça, donc c'est un élément, mais on a voulu aussi regarder la production de déchets normands et de voir en fait où est-ce qu'ils étaient traités. Et donc ça, c'est le graphique en fait qui est à droite, qui représente donc les flux normands qui ont été du coup traités en ISDND ou en UVE en Normandie, donc depuis 2015. Donc c'est les couleurs donc, grises et rouges. On a donc sur ce graphique rajouté en fait les exports de déchets donc normands vers les ISDND, donc limitrophes, et les exports de déchets normands vers des UVE, également limitrophes. Et dans les flux normands, du coup, qu'on a identifiés en ISDND et en UVE, donc les couleurs grises et rouges, on a retiré les exports, enfin ou les imports plutôt, les imports de déchets qui proviennent des régions limitrophes, pour ne considérer que la production de déchets normands. Et ce que l'on note, c'est que au final, depuis 2015, on a une stagnation en fait, de la production normande. On peut noter quand même une légère augmentation de cette production en 2018 et une diminution en 2021, mais voilà, c'est quand même très léger. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que au final, aujourd'hui, la production, elle est quand même relativement stable, quoi. Relativement stable. Et aujourd'hui, on est aussi relativement autonome. On a la très grande majorité des déchets produits en Normandie qui sont gérés en Normandie. Donc ça, c'est quand même plutôt un atout que l'on a en région par rapport à d'autres régions. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est que l'on a fait ce qu'on appelle une projection de fil de l'eau. En fait, c'est
dans toutes les études que l'on peut mener, hein, concrètement, on a toujours un fil de l'eau qui permet de voir vers quoi on tend si rien ne change, en gros. Cette projection au fil de l'eau, donc le graphique là, qu'on vous représente, là, il mentionne d'une part les capacités de traitement en Normandie. Donc, c'est les histos jaunes et gris. Jaune pour les unités d'incinération et gris pour les installations de stockage. Avec une diminution qui est programmée, donc ce que vous a indiqué Firmin tout à l'heure, en lien avec les fermetures prévisionnelles des installations de stockage. La courbe qui est en pointillé noir, c'est la courbe sur les objectifs réglementaires, donc sur les capacités donc, de traitement. Donc c'est le cumul en fait des capacités UVE, ISDND. Et donc c'est l'objectif réglementaire donc, de la loi AGEC qui a été repris dans le cadre du plan régional. Et en gros, c'est la capacité que l'on aura et sur laquelle il faut miser à terme. C'est-à-dire que à l'échelle de la région Normandie, tout à l'heure, on parlait de à peu près 600 000 tonnes de capacité de stockage à terme. Si on rajoute la capacité des UVE, donc à peu près 700-800 000 tonnes, voilà, on arrive aux alentours de 1,3 million, si je ne me trompe pas. 1 382 000, c'est écrit. Donc ça, c'est la capacité que l'on aura à terme. Et sur ce graphique, on a du coup aussi fait figurer les tonnages qui sont rentrés sur nos installations de traitement en Normandie. Donc c'est la courbe bleue qui est pleine entre 2015 et 2021. Et on a, sur cette projection fil de l'eau, juste regardé la tendance entre 2015 et 2021. Donc ça, c'est la courbe en pointillé bleu. Et la tendance entre 2018 et 2021 qui, là, pour le coup, est un petit peu plus optimiste, avec une tendance baissière. Donc ça, c'est la courbe qui est en pointillé vert. Donc, ce qui est notable, c'est que pour l'instant, on a assez de capacité de traitement, en gros jusqu'en 2025. Par contre, en 2025, là, avec la fermeture programmée, enfin, c'est plutôt 2026, disons. En 2026, on va commencer à ça va commencer à se compliquer parce que il y a des installations de stockage qui vont fermer leurs portes. En tout cas, leur arrêté préfectoral se termine. On aura à ce moment quelques renouvellements en fait, de capacité, mais la production de déchets résiduels, vraisemblablement, même avec la pente qui est plutôt optimiste de 2018-2021, vraisemblablement là que la production de déchets résiduels sera supérieure à notre capacité à les absorber. Et on rappelle, les autres régions vont être un peu dans la même panade. Ce qui fait qu'en 2026, si on suit cette tendance, on risque d'avoir quelques difficultés en fait, à gérer nos déchets résiduels. Donc pour être bien, en fait, il faudrait qu'en 2025-2026, que l'on diminue de 245 000 tonnes de façon optimiste et 370 000 tonnes si on reste sur une production constante, quoi. Donc c'est assez notable hein, le pas qu'il va falloir faire pour justement diminuer en fait nos productions de déchets résiduels, sachant qu'on est aujourd'hui en 2022, donc pour dire c'est vraiment demain, quoi. Alors, ce qui est malgré tout un petit peu encourageant encore, c'est que d'après les premiers résultats, les premières données que la DREL a pu récupérer auprès des ISDND du UVE de Normandie, sachant ils demandent mensuellement en fait, les tonnages globaux qui sont réceptionnés sur ces installations. Vraisemblablement, sur les premiers mois, en fait, la tendance est plutôt bonne, plutôt à la diminution, donc on serait plutôt sur la courbe verte. Donc ça reste à confirmer une fois que voilà, la DREL nous aura transmise ces données pour 2022. Mais malgré tout, voilà, on voit quand même qu'il y a encore il y a quand même un gap et qu'il va falloir accélérer le pas pour produire moins de déchets et orienter plus de déchets vers des filières de tri-valorisation, quoi.
et produire moins de déchets résiduels. Un autre élément aussi qui est assez notable dans cet état des lieux diagnostic en fait, que l'on a pu réaliser, c'est que on a en gros 3 grandes catégories en fait, de producteurs de déchets résiduels. On a tous les déchets en fait, qui sont gérés par le service public, donc les ordures ménagères, les encombrants, le tout venant, qui du coup qui est produit, produit par les ménages et les assimilés, qui est géré par les services publics. Ça représente quand même pas loin d'1 million de tonnes, un peu plus d'1 million de tonnes sur les 1,8 million que l'on traite annuellement. Donc c'est plus de la moitié en fait des déchets collectés par les services publics. Donc c'est assez notable et c'est là où justement on voit que la puissance du service public, c'est que là il y a quand même des leviers à lever et on voit bien en fait que les collectivités ont la possibilité là pour le coup d'agir fortement en fait sur la production totale de déchets résiduels que l'on a en Normandie et que l'on traite en Normandie. Après, il n'y a pas que les collectivités qui peuvent du coup réduire les productions de déchets. Il y a aussi tout le volet des acteurs économiques. Les acteurs économiques, d'après ce que l'on a pu du coup recenser, c'est à peu près 400 000 tonnes de déchets en Normandie, auxquels on peut du coup rajouter les déchets qui sont produits, qui sont produits par les installations de tri, traitement normande. Par exemple, une installation un centre de tri collecte sélective qui va produire des refus de tri, lui va générer donc, ces refus de tri et les envoyer vers un UVE ou un ISDND. Donc il y a toute cette activité-là aussi que l'on distingue, parce que finalement c'est des flux qui sont générés par un traitement de déchets et qui ne sont pas directement produits par un acteur économique. Une entreprise, quoi. Et donc, ce qui fait que là, on peut rajouter en fait pas loin de 300 000 tonnes en fait, de déchets qui sont liés à une activité qui résulte d'une activité de traitement de déchets. Donc, on a encore aussi un gap, on a à peu près 700 000 tonnes là, aussi, sur lequel on peut agir. Et puis après, des flux qui sont un peu plus anecdotiques. Donc, ce qui fait que dans la prospective en fait, que l'on a pu dresser, qu'on ne vous présentera pas dans le détail aujourd'hui, ça sera plus présenté au moment de la CCESP pour le coup, donc le 14 décembre. Mais dans le cadre de la prospective à 10-15 ans que l'on a pu réaliser, on a pris en compte les impacts en fait, des actions de prévention qui sont engagées en fait, par les collectivités locales et qui sont en train fortement de se développer, donc je vais en parler tout à l'heure. On a pris en compte aussi l'impact de la mise en place de la tarification incitative sur les territoires, avec de nombreux territoires qui se sont lancés, en tout cas dans des études, après à voir s'ils poursuivent par la mise en place d'une TOMI ou d'une ROMI. On a aussi pris en compte l'impact du tri à la source des biodéchets dans notre prospective, le déploiement des nouvelles REP, tous les REP jouets, bricolage, tout le panel de REP qui va être mis en place. Dans les prospectives, on a aussi également pris en compte le tricet de flux. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'on a un peu moins de retour en fait, retour d'expérience de la part des prestataires, prestataires déchets et des fédérations. On sent qu'il y a, malgré tout, qu'il commence à y avoir des efforts de mise en œuvre. On a notamment des retours de grands acteurs qui nous disent qu'il y a les grosses entreprises, lorsqu'elles ont des relais en fait, HQE au sein de leur entreprise, peuvent faire de la sensibilisation auprès de leurs employés et derrière mettre en place du tri. Donc ça, on sent que ça commence à émerger, mais on a des difficultés en fait, pour estimer vraiment l'impact que l'on a aujourd'hui et que l'on aura demain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait prendre en compte. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que
Et la phase 2, elle n'est pas complètement finie parce qu'il y a encore des choses qu'il faut que l'on affine sur notre prospective. Mais voilà, l'idée, ce serait de prendre le tricé de flux en compte, prendre en compte la REP PMCB. Là, pour le coup, ça, on a déjà fait la simulation et on a pris aujourd'hui, on se repose sur l'étude de préfiguration qui avait été établie avec les objectifs qui vont être atteints. Donc là-dessus, on aura des éléments en fait sur l'impact à l'échelle régionale et aussi l'impact au niveau l'impact potentiel que l'on aurait aussi en déchetterie publique. On cherche aussi à prendre en compte les changements de pratiques dans l'industrie. On sait qu'il y a certains secteurs qui sont en train de revoir en fait revoir leur process et essayer de limiter en fait les productions de déchets qu'ils peuvent avoir. Et dans notre prospective, on a envisagé également de prendre en compte l'évolution de l'activité économique, parce que potentiellement plus on a d'activité économique, plus on génère de déchets. Mais là, concrètement, je crois qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vraiment identifier comment sera l'activité économique dans 5, 10, 15 ans, quoi. Donc, ces éléments prospectifs, voilà, on est en train de les finaliser, même s'ils sont très bien avancés. Et je pense qu'on les présentera plus finement, du coup, à l'occasion de la commission consultative de suivi du plan organisée par la région en décembre. Voilà, moi, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur l'étude. Faut pas hésiter, en tout cas sur ce qui a été présenté. Alors, je vois que monsieur Var a une question. Alors, OK pour le service public, mais les activités économiques nous sollicitent énormément pour gérer certains déchets pro, ces flux, dans nos déchetteries artisans. Ouais. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il va y avoir des réflexions aussi, hein, ça, j'en ai pas parlé, mais par rapport à la mise en place de la REP PMCB, en fait, il commence à y avoir de nombreux échanges avec les acteurs, notamment dans le cadre de l'AMI Impact. On a eu la semaine dernière une réunion spécifique sur la REP PMCB avec les éco-organismes qui visait justement à parler. Alors c'était au départ essentiellement orienté déchets de bois, mais au final, on a parlé un petit peu de tous les déchets. Et ça visait initialement à présenter la MI Impact, le fait qu'on a considéré donc la mise en place de cette PMCB et d'identifier un petit peu leur stratégie et le maillage en fait qu'ils envisagent. Et là, clairement, on n'est encore qu'au début en fait de la, de la mise en œuvre de cette REP, hein. Donc, il va falloir encore plusieurs mois minimum, voire plusieurs années pour que ce soit bien mis en place. Mais clairement, il va y avoir en fait un besoin de maillage pour gérer donc, les déchets donc, des artisans. Ces déchets, à terme, donc, du coup, pourront être, bon, si je caricature, en fait, ils pourront être collectés directement chez l'entreprise par donc, des prestataires donc, mobilisés par les éco-organismes. Si c'est possible, hein, que les entreprises stockent directement chez elles et massifient chez elles. Sinon, ce sera collecté en point de collecte, soit au niveau des distributeurs de matériaux, soit au niveau de déchetteries professionnelles, lorsqu'il y en a, ou au travers des déchetteries publiques, effectivement, lorsque le maillage nécessite. Dans les zones, je ne veux pas m'avancer, mais dans les zones où, très urbanisées, vraisemblablement, il y aura un certain nombre de distributeurs, un certain nombre de déchetteries professionnelles en fait, qui vont se mettre en place. Donc là, il y aura moins besoin de solliciter le réseau de déchetterie publique. Par contre, dans les zones qui vont être plus mixtes ou plus rurales, là, pour le coup, à mon sens, le réseau public est primordial. Après, il est clair qu'il est vétuste, vieillissant, pour la plupart hein, des installations.
les premières installations des déchetteries publiques, en fait, elles ont été mises en place en 91-93. Il me semble que la première déchetterie, si je me rappelle bien, c'est celle de Vire. Donc, qui a plutôt adapté. Et justement, la communauté commune de Vire-Noireau, enfin Vire-Normandie, a un projet de refonte de son équipement parce que voilà, c'est des équipements qui arrivent un petit peu en bout de course. Et je pense que après les sujets tarification stative et biodéchets, on a un autre sujet, ça va être la refonte des réseaux de déchetterie publics. Et avec des déchetteries qui vont être complètement différentes. C'est pour ça que il y a 15 jours, quand on a fait le webinaire sur les déchets ménagers assimilés, on a demandé à la communauté urbaine d'Alençon de nous présenter son projet qui a été concrétisé avec la mise en œuvre de 2 nouvelles déchetteries à plat, qui pour le coup est vraiment adapté c'est un service assez optimum en fait, pour accueillir les ménages et les professionnels. Donc là, effectivement, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet pour gérer ces déchets d'artisans. Après, voilà, il faudra bien l'orchestrer avec les organismes qui seront en charge de la REP PMCB. Et ça prendra un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Pour l'instant, non. Donc, si on avance encore un petit peu, là, on arrive à la synthèse. Sur les éléments de synthèse, on souhaitait rappeler, en fait, c'est que, concrètement, vu la situation et vu un petit peu l'urgence, il faut absolument commencer par développer la prévention, donc la prévention des déchets, donc sur tous les territoires. Il y a des choses qui sont assez encourageantes quand même. Par rapport à une petite enquête qu'a fait la région Normandie auprès de toutes les collectivités locales sur le volet PLP DMA, on a pu noter, et puis du coup le représenter sous une carte, que de nombreuses collectivités locales animent d'ores et déjà en fait un plan local de prévention des déchets ménagers assimilés, et qu'il y a de nombreux territoires qui vont s'y engager dans cette démarche. Démarche qui, au passage, est obligatoire. Mais en tout cas, voilà, il y a des démarches qui sont en cours. C'est plutôt assez encourageant. C'est assez encourageant pourquoi? C'est parce que on a fait un zoom justement sur les performances observées entre 2019 et 2021 sur des collectivités qui ont mis en place un PLP-DMA depuis au moins 2 ans, 2-3 ans. Et on les a comparés à des performances des collectivités qui n'avaient pas de PLP-DMA, du coup en 2019 et 2021. Donc ça, c'est ce qui est représenté sur le tableau qui est donc en bas. Clairement, ce que l'on voit, c'est que les collectivités qui ont mis en place un plan local de prévention affichent une réduction de à peu près 1% par an de leur production d'ordures ménagères résiduelles. Moins 1,7% là, sur les 2 ans. Cette évolution, donc du coup, cette diminution, elle est encore plus notable lorsque le PLP-DMA est ancien. Pour les collectivités qui ont un PLP-DMA qui a plus de 5 ans, donc qui est engagé concrètement sur un PLP, les anciens PLP, on a des diminutions qui sont supérieures. Je crois qu'on arrive à moins 5 ou moins 5, il me semble, ou moins 2 peut-être. Donc, ça veut dire en fait que quand on engage des actions de prévention des déchets sur un territoire, que l'on y met des moyens, parce qu'il faut forcément des moyens humains, des animateurs, pour aller au contact des usagers et prêcher la bonne parole, hein, on obtient des résultats, alors que les collectivités qui n'ont pas forcément engagé d'action de prévention, elles ont plutôt tendance à stagner en fait, au niveau de la production d'ordures ménagères résiduelles. Ça, c'est comme sur un panel de 52 collectivités, donc c'est un panel qui est relativement représentatif. Donc voilà, c'est plutôt assez encourageant en se disant, voilà, quand on met en place des actions de prévention, on a des résultats.
Et là, on a quand même de nombreuses collectivités qui vont se lancer dans l'aventure. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a des collectivités aussi qui vont plus loin, hein, qui se sont engagées dans des démarches territoriales sur l'économie circulaire. Ça, c'est encore un autre volet, mais qui aussi pourra avoir des résultats sur l'activité économique de leur territoire. Et pour rappel, on a aussi des collectivités qui font appel à des spécialistes sur le changement de comportement des usagers pour cibler leur communication. Déjà faire un diagnostic initialement sur une thématique donnée. Et derrière, orienter les actions de communication de façon à ce qu'elles soient assez, assez percutantes et qu'elles aient un effet de masse en fait, sur le comportement des usagers, et que les messages passent mieux. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi engager donc, sur vos territoires. D'autres pistes à suivre, c'est réduire les flux de déchets résiduels. Donc là, c'est les sujets du moment, donc c'est déployer la tarification incitative, déployer le triation du biodéchet. Donc ça fait notamment écho avec les appels à projets donc, qui ont été lancés par l'ADEME et la région Normandie donc sur les années 2021-2022. Des aides aussi qui seront vraisemblablement poursuivies, en tout cas sur la nouvelle tarification incitative l'année prochaine. Bref, ça faut se rapprocher de l'ADEME et de la région pour avoir un peu plus d'éléments, mais on sait que sur la volet tarification incitative, il y aura encore des enveloppes. Sur le volet tri à la source, il y a des enveloppes qui sont prévues par la région sur notamment le compostage in situ. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher en fait donc, de l'ADEME et la région si vous souhaitez initier des démarches dans ce sens. Là, on a représenté en fait sur les cartes un petit peu où on en est aujourd'hui sur la mise en œuvre ou les études qui seraient en cours sur ces deux thématiques. On voit clairement qu'il y a beaucoup de collectivités qui se sont engagées dans des études ou qui sont en cours d'études. Donc, c'est des collectivités qui sont colorées en bleu, avec des collectivités qui aussi sont passées au stade du déploiement, hein, notamment dans la Manche sur le volet de tarification incitative, où il y a des ROMI, des redevances incitatives qui vont être mises en place. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Des collectivités qui envisagent de mettre à terme la tarification incitative, essentiellement là pour le coup en TOMI. Donc ça, c'est plutôt des actions qui sont assez intéressantes, qui sont assez aussi complémentaires, parce que quand on met en place une tarification incitative, il faut être en capacité aussi de proposer un service aux usagers pour qu'ils puissent détourner leurs biodéchets. Donc c'est des actions qui sont assez complémentaires et pour le coup qui en termes de production de déchets, sont assez efficaces. Donc voilà, à suivre en fait à l'avenir si ça se généralise et comment ça se généralise. Ce qui est assez notable par contre, c'est qu'on a en Seine-Maritime, on n'a pas beaucoup de collectivités qui se sont engagées dans la tarification incitative. Alors peut-être que ça viendra l'année prochaine. Et du coup, pour réduire donc, les flux de déchets résiduels, oui, il faut mettre en place forcément des installations de tri et de valorisation. Donc, on a des installations locales qui vont voir le jour à terme. Donc, on parlait tout à l'heure du centre de tri Normandie, donc qui va permettre de relocaliser les flux de collecte sélective en Normandie et qui va permettre aussi d'absorber toutes les extensions de consignes de tri. Donc, c'est des déchets qui ressortent du flux de déchets résiduels et qui, à terme, trouveront vraisemblablement des filières de valorisation pour l'ensemble de ces flux. On a des installations donc, agréées SPA3 donc, qui vont voir le jour. On a quelques projets ou des réflexions qui sont engagées, notamment dans l'Orne, sur des plateformes de compostage qui aimeraient peut-être avoir cet agrément pour pouvoir réceptionner quelques flux de biodéchets.
Donc ça va nécessairement se développer. Et puis on a les installations de valorisation des déchets de bois aussi, donc ce que présentait tout à l'heure Benjamin, qui vont sortir de terre, et notamment 2 installations qui vont ouvrir leurs portes en 2023, ce qui fait que ça va permettre de relocaliser la valorisation des déchets de bois, et potentiellement il va falloir développer sa collecte pour les alimenter. Donc, ce sera d'autant de déchets de bois qui seront sortis du tout venant, par exemple. Donc voilà pour les pistes à suivre au niveau des flux. Et puis on vous a mis enfin une carto. Une carto qui représente du coup les nouvelles, la filière CSR aujourd'hui, enfin en tout cas de ce que l'on en connaît. Cette carte en fait illustre justement le fait qu'il faut mettre en œuvre des nouvelles filières de valorisation. Donc là, je viens de parler donc, de la valorisation agronomique des biodéchets, hein, avec les installations SPA3. Et puis, il faut aussi noter que ce qui est quand même préconisé pour les biodéchets, c'est d'avoir aussi un déconditionneur, que la matière passe par un déconditionneur avant d'être valorisée, soit en méthanisation, soit en compostage. Pourquoi? C'est parce qu'il faut assurer vraiment un retour au sol des matières fertilisantes de qualité. Pour 2 raisons. Parce que c'est par rapport à l'acceptabilité en fait, et la reprise en fait de la matière par les agriculteurs, c'est nécessaire en fait que la matière soit complètement dépourvue de plastique. Euh, c'est notamment en lien, je voulais un article sur la production de lin que l'on a en Normandie. La Normandie est la première région, c'est même c'est the place to be en fait, mondial de la production de lin. Et pour avoir une production de lin de qualité, en fait, il faut qu'il y ait zéro plastique dans les balles de lin. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour dire en fait que si on veut avoir un retour au sol en fait de la matière, il faut absolument qu'elle soit dépourvue d'impuretés. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi toujours le socle commun. Donc ça, on en avait parlé la dernière fois, qui est un petit peu l'épée de Damoclès, hein. On ne sait pas encore trop ce qui va sortir aujourd'hui. Ça devrait sortir l'année prochaine, mais ce socle commun, en fait, c'est une réglementation qui va peser sur le retour au sol et qui va justement imposer des seuils de taux de plastique, de taux de verre, enfin voilà, de taux d'impureté, qui vraisemblablement seront très contraignants. Donc voilà, c'est important, je pense, que les matières qui seraient collectées séparément, les biodéchets, passent par un déconditionneur avant de suivre une filière de valorisation pour toutes ces raisons. Au niveau de la mise en œuvre des nouvelles filières, il y a aussi donc, les REP, on en a parlé tout à l'heure, la nécessité de bien mailler le territoire, de façon à pouvoir capter un maximum de ces déchets, les orienter donc, vers les filières qui seront définies par les éco-organismes, et du coup, ressortir ces matières, enfin ces déchets, de nos ordures ménagères résiduelles, hein, pour les jouets par exemple, s'il y a des gens qui jettent leurs jouets, ou les sortir de la benne tout venant, pour les articles du bricolage ou de sport. Ça sera d'autant de déchets qui seront détournés des filières de stockage et d'incinération. Et pour ça, voilà, ça nécessite à notre sens, de réaménager, de repenser le réseau déchetterie qui est pour le coup assez vieillissant, et de réfléchir aussi à la mise en œuvre de déchetterie professionnelle lorsque l'équilibre économique peut être assuré. Un autre élément, le développement du tri de flux. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure aussi, avec les collectes qui vont être sur chantier ou sur des points de reprise spécifiques. Et donc le développement de filières CSR ou de nouvelles lignes UVE à OPCI. Donc c'est un peu l'objet de l'étude traitement que l'on suit actuellement. Donc c'est ce que l'on présente sur la carte, hein. Clairement, aujourd'hui, il y a 3 réflexions ou projets, enfin plus ou moins avancés,
de lignes UVE à OPCI en Normandie. Donc, il y a une réflexion sur un projet sur l'unité de Colombelle à Caen, une sur l'unité de Saint-Jean-de-Solville. Donc la première, c'est l'unité du Silédac. La deuxième, c'est l'unité du Cévennes. Et la troisième, c'est l'unité du Smedar, qui est située à Rouen. Donc, sur lesquels il y a des projets de troisième ou quatrième ligne à OPCI. Et à côté de ça, il y a aussi des unités qui viseraient à consommer du CSR. Donc, ils s'intéressent un petit peu aux mêmes déchets, concrètement. Donc des unités qui sont déjà prévues, hein, notamment le projet de Veolia Sénov à Louviers, le projet de biosynergie au Havre, qui est en cours de construction, et, et puis des projets qui pourraient être réorientés à terme euh, en fonction des possibilités et de l'intérêt économique. On pense notamment au projet de Veolia sur les PM. Donc, voilà, ce seront des unités qui vont être consommatrices en fait de CSR. Et ce que l'on a noté aussi, c'est on commence à avoir des unités de production de CSR, donc des entreprises qui se lancent dans vu qu'on va avoir de plus en plus de consommation de CSR, il y a de la production qui va suivre. Et là, typiquement, on a recensé un projet en fait sur Frénophonie de d'ICOS, qui vise à produire du CSR à partir de ce qu'ils reçoivent aujourd'hui en stockage. Donc, ce sera des déchets qui vont être détournés du stockage et qui vont pouvoir rejoindre une unité de combustion. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte dans l'étude de traitement. Donc, on finalisera mi-janvier. Et donc voilà, donc on en a fini sur notre présentation. Il est 11h15, on a un quart d'heure d'avance, ce qui n'est pas récurrent. Si vous avez des questions, merci de les noter dans le chat. J'en vois pas de nouvelles. Alors, j'ai cru voir un message de Lisa. Il est passé trop vite. Ça en met le choix. Alors, voilà. Alors, il y a M. Marie qui demande le planning prévisionnel de la suite de l'étude de la région. Pour la suite de l'étude de la région, alors nous, l'étude, elle se termine, l'étude régionale, elle se termine mi-janvier. On a un copil, donc avec les membres du comité de pilotage. Hein. Dans le comité de pilotage, il y a la région, il y a l'ADEME, il y a l'ADREAL et il y a les maîtres d'ouvrage exploitant des unités d'incinération. Donc, on a un rendu qui est prévu mi-janvier, une restitution finale, donc élargie, comme on disait tout à l'heure, en février-mars, le temps qu'on cale les choses, donc peut-être plutôt début mars. Après, on sait qu'il y a aussi une étude une consultation qui a été lancée sur le secteur Manche, Ouest Calvados et Nord-Ouest Orne, qui vise en fait à aller plus loin en fait que cette étude régionale et qui vise à déterminer la possibilité ou l'opportunité de mettre en place une ou plusieurs installations ou éventuellement des partenariats avec d'autres collectivités. Donc il y a une étude il y a une consultation qui est en cours. Après, je ne sais pas ce qu'envisage la région dans
dans dans l'animation de groupes de travail ou autre. Ça, on recale ça avec eux. Ok, Lisa avait une question à ça? Je sais pas. Hum, C'est les webinaires sur la ligne. Ouais. Donc, non. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On espère encore une fois que ça qui vous a apporté un certain nombre d'enseignements et de réponses. Si vous avez des questions complémentaires par la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est toujours là pour répondre à tout type de questions, bien entendu. Et puis, on vous dit au plus tard à la à la restitution finale en fait, de l'étude régionale. Et sinon, ou plutôt à la réunion de la région sur la CCESP de décembre. Voilà. Merci encore. Et puis, bonne journée et à bientôt.